merci infiniment Ariane Mouskine et Taher Beg, Omid Ravenda et toute la troupe du Soleil de nous recevoir aujourd'hui. On est là pour parler du désastre de l'Afghanistan, de ce grand soleil noir qui nous a tous rattrapés, je crois, d'un pays qui est en train de vivre donc cette catastrophe. La première question que j'aurais à vous poser, donc à vous tous, c'est cette période maintenant qui se passe. Est-ce que vous l'aviez prévue? Est-ce que vous la pensiez? Et qu'est-ce qu'elle représente surtout pour vous et pour les Afghans? Pour moi, c'était inimaginable parce que j'étais à Kaboul il y a un mois ou plus qu'un mois. J'ai dû revenir ici en France le 17 juillet. J'y étais pour un mois et demi et malheureusement, finalement, j'ai quitté Kaboul au bout de 10 jours. Et pour moi, je me disais peut-être que dans 7 mois, 8 mois, Kaboul va tomber dans les mains des talibans. Mais j'arrive pas à y croire même aujourd'hui. Quand on dit inimaginable, c'est surtout parce qu'on n'espérait pas. Donc on espérait ne pas, même si la menace y était toujours, on sentait la tension, les autres provinces qui tombaient. Mais aussi vite, c'était vraiment pas, c'est pas compréhensible. Et aussi c'est parce qu'on voulait pas imaginer. C'est pour ça qu'on dit que c'est inimaginable. Donc c'est la catastrophe pour le peuple afghan, pour ceux qui ne sont pas directement concernés par tout ce qui s'est passé pendant ces 20 ans, les corruptions, tous les bénéfices que les grands politiciens afghans ont pris. Donc le peuple maintenant s'est subi alors qu'eux ils sont barrés avec beaucoup d'argent et ils sont bien en sécurité, tranquilles. Donc c'est le peuple qui subit et survit. Si je peux me permettre, je comprends très bien que vous ne l'ayez pas imaginé. D'ailleurs moi aussi, je disais comme eux, je disais bon, quand les Alliés partent, les talibans seront à Kaboul. Moi je disais 6 mois. Hein. Non, pas 6 mois, ils sont arrivés 15 jours avant. Mais ils ne sont pas arrivés, ils étaient là. Et c'est pour ça que même si c'est inimaginable pour des citoyens lambda comme nous, c'est aussi inimaginable de penser que les services secrets américains, français, britanniques, et eux aussi pas imaginé quelque chose qui était écrit depuis les accords de Doha, depuis la catastrophe de cet accord de Trump, parce que c'est quand même donc qui ont lieu en 19 quand même. Hein. Donc on est en 21, il y a 2 ans. Nous avions 2 ans pour faire ce qu'on a décidé de faire en catastrophe, en échec, en 15 jours. Il y avait 2 ans. Et pour certaines personnes averties, il y avait plus. La France est partie de là-bas en 12 ou en 2014. La France est partie en 2014. Comment se fait-il qu'à l'époque, nous n'avons pas déjà fait venir avec nous tous ceux qui nous avaient aidés là-bas et qui étaient, on le savait, en danger quand on les laissait. Donc, c'est trop facile, hein, c'est un peu comme les masques, on ne pouvait pas savoir, mais si, on savait très bien. Enfin, donc, non, moi je n'avale pas. Je n'avale pas le inimaginable, parce que les services secrets et les gens là-bas savaient bien que les talibans, ils ne sont pas partis, ils ne sont jamais partis, ils se sont terrés, c'est pas pareil. Ils se sont terrés et ils se sont tus, en partie. Mais les talibans sont afghans, hein, quand même, en grande partie, donc ils sont là, et ils sont, je ne dirais pas comme un poisson dans l'eau, en tout cas je ne l'espère pas, mais dans certaines provinces et dans certains villages, oui. Voilà. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'a ressurgi la partie la plus obscurantiste de la population afghane, la plus dominatrice. Et c'est là où j'aimerais que vous parliez de ce que vous avez écrit, que je trouvais tellement fort et vrai. Parce que nous avons, avec Taher et moi, ont vécu la première période de talibans. Et donc, on a été à l'école à la période de talibans. Et donc, maintenant, on se rappelle de comment on a été éduqués pendant la période des talibans, dans les classes où on allait, où on était obligé
On était des gamins de 11, 13 ans et on était obligés de mettre le turban et de faire que l'éducation religieuse et encore incompréhensible, enseignée par les gens qui n'ont aucun sens de l'enseignement, qui étaient là pour nous laver le cerveau, pour nous préparer à devenir soit des militants, talibans, soit malheureusement de se servir de certains jeunes garçons, parce que c'est aussi malheureusement la réalité de ces personnes. Donc bien sûr, les filles étaient complètement oubliées, on n'avait pas de filles, il n'y avait plus de... Voilà, elles ne sortaient pas, et encore certaines filles, certaines familles très courageuses qui habillaient en garçon leurs filles jusqu'à ce que ça devienne évident que c'est une fille, donc ils essayaient de les amener, donc on avait autour de nous quelques-unes qui continuaient à aller à l'école jusqu'à un certain âge. Déguisées en garçon, déguisées en garçon, bien sûr. Mais que l'enseignement, j'ai passé ces 5-6 ans de passer d'une classe à l'autre sans rien apprendre. On avait des livres épais comme ça dans une langue en arabe qu'on ne comprenait rien. Donc on avait juste à apporter ces livres avec nous à l'école et repartir à la maison. Et d'avoir que des enseignements coraniques. Donc pas de sciences, pas de langue étrangère, il n'y avait rien. Donc bien sûr c'est inquiétant. Donc c'est une préparation d'une autre génération. La génération après nous, qui ont été nés après 2001, donc ils ont eu plus ou moins des éducations un peu plus correctes que les pères. On ne va pas les comparer avec l'éducation qu'on reçoit maintenant, mes enfants reçoivent ici en France, c'est incomparable, mais c'était quand même correct. Au moins on touchait des sujets qu'on ne touchait jamais pendant l'époque de Taliban, donc ça revient au même, les filles vont être de nouveau à la maison. Et de nouveau, les enfants, les petits garçons vont être obligés de suivre ce qu'eux, ils ont appris dans leur madrasa à la base du Pakistan ou qui suivaient ça sur les montagnes. Donc maintenant, la génération de talibans sont ceux qui sont nés, les soldats sont nés pendant ces 20 ans de guerre qui étaient ils étaient sur les montagnes, donc ils ont appris ça. Donc maintenant, l'école en Afghanistan va devenir des grands madrasas. Et ça devient inquiétant. Donc, ils vont se enrichir. C'est plus qu'inquiétant, mais c'est terrifiant. Oui. Voilà. C'est terrifiant. Parce que ce que tu décris tellement bien et tellement concrètement, c'est ce qui devrait faire se lever les universitaires et réaliser quel peuple peut être modelé, hein, parce qu'en fait ce qu'il décrit effectivement c'est ça, c'est du décervelage total, et c'est un peu ce qu'ont fait les Khmers rouges avec leurs enfants. Enfin, c'est pas la première fois, hein. C'est pas pour rien qu'on les appelle les Khmers verts, hein. Donc c'est ce totalitarisme obscurantiste religieux qui de nouveau s'abat sur les villes. Parce que moi, personnellement, je pense que dans les campagnes, je ne sais pas, tu vas peut-être me corriger, mais je pense, hélas, que dans les campagnes, ça n'avait pas cessé, vraiment. Est-ce que je me trompe? Non, ça n'a jamais cessé. Mais les villes s'étaient éveillées, et la protection des alliés contre les talibans, quand même, effectivement. Alors, sans parler des femmes, sans parler de la moitié de l'Afghanistan, quand même, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une minorité. Les femmes ne sont une minorité nulle part. C'est la moitié. Voilà. La moitié afghane, la moitié du peuple afghan est de nouveau, comme dit Omid, repoussé au fin fond des maisons, dans la pièce la plus obscure de la maison, de nouveau coupé de toute nourriture intellectuelle. Et les femmes qui pendant 20 ans, parce que ce sont elles surtout, hein, qui ont respiré, qui ont pu se libérer, qui ont pu travailler, qui ont pu progresser, etc. Et de nouveau, le gouffre s'ouvre sous leur... Et l'oubliette, tu as dit, ils sont oubliés. Elles retournent aux oubliettes. Et ça, moi, je dois avouer que ça me... C'est pas seulement que ça me bouleverse,
c'est pas seulement que ça m'indigne, mais ça m'indigne pas pour elle, mais ça me terrifie pour nous, hein, pour le monde. Cet axe, comme ça, qui est maintenant, il manquait un maillon hein, entre le Pakistan, l'Iran, la Turquie, hein, ce maillon qui manquait, enfin, en partie, ça y est, il est là. Hein. Et donc, pour des éducateurs, pour des universitaires, pour des chercheurs, ça devrait vous empêcher de dormir, voilà. Moi, ça m'empêche un peu de dormir, je veux dire. Pas seulement pour eux, mes amis, dont je sais qu'eux n'en dorment plus parce qu'ils ont leurs frères, leurs sœurs, une tante, enfin une mère, un père là-bas. Pas seulement pour eux, mes proches, mais pour moi en tant que citoyenne européenne, citoyenne du monde, c'est effrayant ce qui est en train de se produire. Enfin, qui est en train de se remettre en place, Et c'est vrai que la conduite des Américains, en l'occurrence, est inacceptable, impardonnable, et comme s'ils n'avaient pas l'expérience en plus. Hein. Ils ont fait Phnom Penh, ils ont fait Saigon, et c'est comme s'ils avaient tout oublié. C'est impardonnable. La conduite du personnel de l'ambassade pendant la crise là qui vient à l'aéroport a été exemplaire. Hein. Moi, ça, je ne le nie pas. Ils ont été extrêmement courageux et je suis sûre qu'ils ont travaillé 24 heures sur 24 pour sortir le maximum de gens. Mais quand même, ils avaient, depuis 2 ans, ils ont des dossiers fort bien faits par des tas d'associations qui ont prévenu, qui ont déjà donné des listes, des gens qui seraient en première ligne. Je regarde ça comme un désastre, pas seulement pour l'Afghanistan, mais pour nous, pour le monde. Et qui ne se rend pas compte de ça est aveugle. Puisque, semble-t-il, cette petite conversation va être écoutée peut-être par des universitaires. C'est à eux aussi à éclairer les citoyens français et pourquoi pas le pouvoir hein, sur qu'est-ce qui se met en place en ce moment. Qu'est-ce qui après, quand on était à Kaboul, quand je vous ai rencontré, quand vous êtes venu à notre stage, bon, on était encore sous protection, hein, il y avait encore des mitraillettes à la porte, enfin c'était pas, on savait bien que les talibans étaient quand même dans les coins. Hein. Les filles avaient très peur, mais c'était des courageux qui étaient là. Hein. Les gens qui venaient à ce stage étaient, pour la plupart, quand même très courageux. Hein. Mais quand même, on se disait, quand même, il y avait quelque chose, une porte s'entrouvrait, il y avait des rires, il n'était plus interdit de rire, enfin... C'était une vague d'espoir qui se créait, on sentait la libération qui venait petit à petit, qui s'installait bien sûr, comme vous dites, il y avait quand même des craintes, depuis toujours en Afghanistan, moi en tout cas de mon âge, je ne me rappelle pas un moment où il n'y avait pas de crainte. Mais là c'était, pour moi, c'était le moment doré de mon âge, où c'était justement après la chute des talibans et qui a commencé, il y avait à l'université la faculté de Beaux-Arts qui s'est installée alors qu'il n'existait pas pendant l'époque des talibans. Et là, en ce moment, par exemple, tous les enseignants de faculté de Beaux-Arts, ils se sont échappés. Donc, la faculté de Beaux-Arts va disparaître encore. Voilà. Donc, universitaire, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour vos collègues de l'université des Beaux-Arts? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Comment, on les lâche, on les abandonne, on ne harcèle pas nos ministres de pouvoir pour pouvoir aider à sortir? Il faut peser. Et c'est justement, les artistes, je dois dire, se mobilisent quand même. Ils essayent à leur façon, comme ils peuvent. Je ne dis pas que c'est comme ils peuvent, mais il faut que nos politiques entendent cette demande de sauver les gens les plus à risque, déjà. Les gens, et donc ça veut dire en grande partie des femmes, hein, toutes les femmes, professeurs, avocates, médecins, infirmières, toutes celles qui ont acquis un savoir qui leur était interdit avant, toutes celles qui ont étudié, qui ont travaillé, qui ont espéré, qui manifestent. Quel courage en ce moment, hein. Manifester en ce moment.
C'est vrai, oui, c'est quand même, cette petite conversation est quand même un appel à ce que les esprits éclairés de notre pays, qui sont les universitaires, se bougent. Bougez-vous.